Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Elodie Simon-Moreau, je suis référente fiscalité au sein du pôle opération d'EasyBourse et je réalise cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter les principales obligations déclaratives en matière de plus-value de cession de valeurs mobilières et de revenus de capitaux mobiliers pour 2017. Alors, tout simplement, ce qu'on va rappeler déjà dans une brève introduction, c'est que le principe d'imposition pour les revenus de capitaux mobiliers, donc ce qu'on entend par revenus de capitaux mobiliers, c'est vos dividendes et vos intérêts, et pour les plus-values de cession de valeurs mobilières, reste la soumission au barème de l'impôt sur le revenu pour 2017. Donc, on peut remarquer deux évolutions. Donc, la première, c'est que le taux des prélèvements sociaux appliqués aux revenus du patrimoine, donc incluant vos plus-values, sera dès cette année de 17,2%. Donc conséquemment, l'année prochaine, la CSG déductible sera de 6,8% et non plus de 5,1% comme elle l'est encore cette année. Deuxièmement, donc le remplacement de l'impôt de solidarité sur la fortune, donc l'ISF, par l'impôt sur la fortune immobilière, dit IFI, pour les patrimoines immobiliers net taxables supérieurs à 1,3 million d'euros au 1er janvier 2018. Donc ceci implique que votre déclaration d'IFI est à effectuer donc dès cette année avec votre déclaration d'impôt sur le revenu via le formulaire 2042 IFI, donc annexé à votre déclaration de revenus, et que les modalités de recouvrement de cet impôt ainsi que son calendrier, donc c'est-à-dire les dates à laquelle les dates limites pour effectuer votre déclaration sont les mêmes que celles de l'impôt sur le revenu. Donc, brièvement, ce qu'on peut vous rappeler par rapport à l'activité EasyBourse, c'est que sont inclus dans le champ d'imposition de l'impôt sur la fortune immobilière les titres de société pour leur fraction de droits immobiliers ou de biens immobiliers imposables. Donc néanmoins, pour ne pas pénaliser et créer de la confusion, de la difficulté déclarative pour les petits porteurs, plusieurs exclusions étaient prévues par le législateur. Donc, premièrement, si votre foyer fiscal détient moins de 10% du capital et des droits de vote de part ou action de société opérationnelle, vous êtes exclu de cette déclaration sur ces titres. De la même façon, si votre foyer détient 10% des droits de part d'organismes de placement collectif, vous êtes dispensé uniquement, une condition cumulative s'applique en la matière, si l'actif de l'organisme de placement collectif est investi à moins de 20% de biens ou droits immobiliers imposables. Donc, il est important que votre condition de détention de foyer soit inférieure à 10% et que l'actif investi par l'OPC soit inférieur à 20% en droits immobiliers imposables pour que vous puissiez être exclu de l'IFI à ce titre. Enfin, une spécificité a été prévue pour les titres de sociétés d'investissement immobilier cotés, donc les titres de SIC, pour lesquels il faut détenir moins de 5% du capital et des droits de vote pour que ces titres soient sortis du champ d'imposition de l'IFI. Brièvement, on peut juste rappeler que l'immobilier affecté à l'activité opérationnelle des sociétés est également exclu du champ d'application de l'IFI sous certaines conditions. Donc, on va maintenant passer donc, au sommaire et donc à l'ensemble de la présentation qui va vous être faite aujourd'hui. Donc d'abord, on va vous rappeler le champ d'application des déclarations. Ensuite, on regardera plus en détail certains postes qui sont intéressants, principalement qui concernent l'ensemble les principales opérations réalisées sur EasyBourse, donc plus-value de cession de valeurs mobilières, zoom sur la déclaration 2074 par rapport au marché des instruments financiers à terme, et enfin revenus de capitaux mobiliers. Et puis je vous dirai un petit mot sur comment effectuer la correction de votre déclaration si vous vous rendez compte à l'issue de cette vidéo que vous avez fait une petite erreur ou que vous voulez préciser quelque chose sur votre déclaration de revenus pour 2017. Donc on va commencer donc avec le champ d'application. Premièrement, alors, quelles sont les opérations imposables? Donc, pour les résidents français, donc là, on parle uniquement des résidents français ayant réalisé des opérations fiscalisables en 2017, on entend. Alors, sur compte titre ordinaire et compte titre ordinaire joint, ce sont les plus ou moins values, les revenus de capitaux mobiliers, donc comme on l'a dit tout à l'heure, dividendes et intérêts principalement, et les opérations sur les instruments financiers à terme, ce qui inclut essentiellement chez EasyBourse les varants. Enfin, donc dans le cadre des PEA ou PEA-PME, les opérations fiscalisables, c'est la clôture du plan avant la 5e année, qui est pénalisée d'ailleurs par un taux assez défavorable. Je vous renvoie pour cela à la vidéo tournée avec Jean-Baptiste Barbier le 26 avril et disponible sur YouTube pour vous expliquer donc
le fonctionnement de l'imposition du PEA. De même, peut être déclaré le PEA de plus de 5, clôturé après 5 ans en perte. Pourquoi? Donc parce que la moins-value générée par votre PEA est reportable sur les plus-values de même nature jusqu'à la 10e année suivante incluse. Donc c'est pour cette raison. De la même façon, un cas particulier concerne les revenus de titres non cotés qui excèdent 10% de la valeur d'inscription des titres. On reviendra sur ce cas après quand on détaillera plus en détail certains postes de revenus de capitaux mobiliers. Donc quand on parle d'obligations déclaratives, essentiellement ça va concerner 2 déclarations chez e-bourse, donc la déclaration de revenus de numéro 2042 et éventuellement, selon votre situation, la déclaration 2074 des plus ou moins values réalisées en 2017. Donc, sur cette seconde déclaration, j'attire votre attention que c'est vraiment certaines opérations particulières qui vont être déclarées. Si vous avez simplement réalisé des plus ou moins values ouvrant droit à l'abattement pour durée de détention de droit commun et pas à l'abattement pour durée de détention de renforcé pour les titres de PME, donc seulement pour l'abattement qui ouvre droit à l'abattement pour durée de détention de droit commun, vous êtes dispensé de cette déclaration puisque notre établissement a effectué pour vous le calcul de vos plus ou moins values pour l'année 2017. Ceci dit, si vous n'êtes pas d'accord avec notre calcul et que vous disposez des justificatifs, vous pouvez aussi effectuer cette déclaration numéro 2074 pour procéder à une correction du calcul fait par notre établissement. Donc quand votre déclaration est à la réaliser, donc vous devez probablement le savoir, mais on le rappelle, donc si vous réalisez votre déclaration sous forme de papier, donc vous avez jusqu'au 17 mai pour envoyer votre déclaration. Si vous la réalisez en ligne, tout dépend de votre département. Donc ça va du 22 mai à minuit jusqu'au 5 juin à minuit. Donc là, je vous invite à regarder le tableau de la présentation pour savoir quelle est votre situation. Donc, il me semblait important également brièvement vous rappeler où est-ce que vous pouvez retrouver votre IFU sur le site. Donc, puisque je vous le rappelle, chaque année, nous vous envoyons par courrier. Donc, cette année, ça a été envoyé pendant la 2e quinzaine du mois d'avril. Nous vous envoyons l'imprimé fiscal unique si vous avez réalisé une des opérations fiscales fiscalisables évoquées ci-dessus. Donc, cet imprimé fiscal unique peut être retrouvé en version électronique. Donc pour cela, vous pouvez vous rendre sur votre site au sein de la rubrique Mes comptes, dans l'onglet Relevé. Donc j'attire votre attention sur le fait qu'il faut bien sélectionner le compte pour lequel vous souhaitez obtenir l'IFU. Par exemple, si vous détenez plusieurs comptes, donc un PEA et un CTO dans notre établissement, il est probable que si vous n'avez effectué que des retraits sur votre PEA, aucun IFU n'a été produit puisqu'il n'y a pas eu d'opération fiscalisable sur ce PEA. Donc, si vous laissez votre PEA en haut, vous ne trouverez pas d'IFU. En revanche, donc, si vous avez réalisé des plus ou moins values sur votre compte titre ordinaire, donc je vous invite à sélectionner votre compte en haut de la page. Ensuite, il faut que vous indiquiez le type de document, donc imprimé fiscal unique. Et enfin, très important, la date de début de période doit se situer en 2017, pour la déclaration 2017. Donc la date de début de période doit se situer à un moment au cours de laquelle la déclaration a été à un moment de l'année pour laquelle la déclaration est produite. Donc pour 2017, vous pouvez mettre une date de début jusqu'au 31 décembre 2017. Alors, il arrive que votre courrier, que votre imprimé fiscal unique soit accompagné d'un autre courrier d'aide à la déclaration sur les plus ou moins values, principalement qui répartit votre droit à abattement en fonction de la durée de détention des titres cédés. Ce courrier n'est pas disponible en ligne, mais si vous ne l'avez plus, si vous l'avez perdu, vous pouvez le demander à notre service client. Nous vous refournirons une version électronique de ce courrier, qui n'est, je le rappelle, une simple aide à la déclaration. Donc, maintenant, si on passe au détail des principaux postes à vérifier, je dis à vérifier parce que notre déclaration, notre établissement, a précédemment envoyé l'ensemble de vos revenus à l'administration fiscale qui a pré-rempli votre déclaration de revenus numéro 2042. Donc, vous vérifiez si vous avez repéré des inexactitudes et que vous disposez de justificatifs vous permettant de faire une rectification, donc nous vous invitons à l'effectuer. Donc il est possible de le faire, mais j'attends votre attention sous réserve de justificatifs, puisque en cas de contrôle de l'administration fiscale ultérieure, vous êtes responsable de la production des justificatifs des opérations déclarées.
Alors, donc on va commencer par les plus-values de cession de valeur mobilière, tout simplement chronologiquement, puisque c'est ce qui constitue le début de votre imprimé fiscal unique. Donc, ce qu'il est important de noter, c'est que donc, tout en haut est indiqué montant total des cessions. Donc, ce montant total, c'est le montant brut de vos cessions, c'est-à-dire le nombre d'actions cédées multiplié par le cours auquel il a été cédé. Donc, ne sont pas inclus dans ce montant à la fois les frais de courtage et à la fois la taxe sur les transactions financières qui sont en revanche pris en compte lorsqu'on calcule votre plus ou moins value sur une cession. Donc, il est important, si vous voulez revoir le mécanisme de calcul d'une plus ou moins value, je vous invite à également encore consulter le webinaire du 26 avril qui détaille très clairement ce calcul. Donc, ensuite, vous avez une ligne gain sur cession de valeur mobilière et une ligne perte sur cession de valeur mobilière. Donc, alors, chaque année, c'est soit l'une, soit l'autre de ces cases qui va être remplie, puisque c'est une compensation des plus ou moins values que vous avez réalisées sur votre compte au cours de l'année. Donc, si comme dans cet exemple, après compensation des plus ou moins values de l'année, il ressort une perte nette en 2017. Donc, il faut indiquer en ligne 3 VH de votre déclaration cette perte, et cette moins-value sera reportable dès que possible sur les plus-values de même nature jusqu'à la 10e année incluse. Donc, j'insiste bien sur le fait que c'est un report dès que possible. Il n'est pas possible de choisir l'année sur laquelle vous souhaitez le report. Dès que c'est possible, ce sera effectué. En revanche, vous pouvez choisir les plus-values sur lesquelles cette moins-value sera reportée. Donc, je vous explique ça avec la deuxième situation. Donc, les gains, si vous réalisez un gain net en 2017, donc, il faut réaliser ensuite la compensation des moins-values de même nature reportées avec ce gain. Donc, si vous aviez des moins-values ultérieures, donc comme je vous l'ai dit, il n'est pas possible de différer leur report. Elles doivent être reportées sur les plus-values que vous avez réalisées cette année. Mais, comme je vous l'ai dit également, vous pouvez choisir les plus-values sur lesquelles les moins-values s'imputent, tout simplement pour choisir les plus-values, de les imputer sur les plus-values qui ouvrent le droit à des plus faibles abattements pour durée de détention ou tout simplement qui n'ouvrent pas droit à un abattement pour durée de détention. Donc de la même façon, là, pour le calcul de l'abattement pour durée de détention, on n'a pas le temps dans cette vidéo de rappeler le détail du calcul, mais je vous renvoie également au webinaire du 26 avril qui illustre très bien le calcul avec des exemples. Donc tout simplement, ce que je peux vous dire, c'est que donc, le courrier, donc dans ces cas-là, vous avez réalisé des plus ou moins values, un courrier accompagne votre IFU, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, et ce courrier fait un bref calcul, un calcul global de l'abattement pour durée de détention sur l'ensemble des titres cédés en 2017 sur votre compte. Donc, j'attire votre attention sur le fait que si vous avez cédé des titres transférés dans notre établissement au cours de l'année 2017, dans ces cas-là, la date de départ qui est prise pour la durée de détention sera celle de la date du transfert des titres dans notre établissement, puisque l'établissement cédant ne nous transmet pas automatiquement cette information. Donc, il vous revient de retrouver l'avis d'opéré d'achat de ces titres pour savoir quel abattement pour durée de détention leur appliquer. Ce courrier est bien une aide à la déclaration, mais en aucun cas ça doit constituer simplement une indication et pas une règle. Si vous avez des avis d'opéré et que vous pouvez justifier un abattement pour durée de détention plus important, je vous invite à le faire. En revanche, en cas de contrôle de l'administration fiscale, seuls vos avis d'opéré vaudront justificatif de l'abattement pour durée de détention appliqué. Donc, je vous invite à conserver l'intégralité de vos avis d'opéré d'achat et de vente. Donc maintenant, on va partir sur une petite particularité constituée par le marché à terme d'options négociables et bons d'options. Donc essentiellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit des varants chez EasyBourse. Donc là, vous constaterez que les profits et pertes réalisés sur ces produits sont indiqués tout en bas de votre IFU. Parce que ces opérations doivent être déclarées impérativement sur la déclaration numéro 2074. Donc, vous n'êtes pas dispensé de 2074 quand vous avez réalisé des opérations sur le marché à terme d'options négociables et bons d'options. Juste, j'attire votre attention également sur le fait que ces profits et ces pertes ne sont pas inclus dans le calcul effectué ci-dessus dont on vient de parler concernant les gains ou pertes sur l'année 2017. Et du coup, il vous revient impérativement de faire cette déclaration sur la numéro 2074 pour cette raison.
Donc, on va parler d'une autre grosse catégorie de gains générés sur votre compte titre ordinaire. Donc, les revenus de capitaux mobiliers. Donc, ces revenus de capitaux mobiliers sont distingués principalement, alors pour les revenus qui n'ouvrent pas droit à un prélèvement libératoire, donc on ne va pas parler ici puisque ça ne constitue pas la majorité des revenus. Donc, les revenus n'ouvrant pas droit à un prélèvement libératoire sont distingués selon ceux qui ouvrent droit à l'abattement et ceux qui n'ouvrent pas droit à l'abattement. Donc, quand on parle de droit à l'abattement, on parle du droit à l'abattement de 40% sur les versements de dividendes en l'espèce. Donc, première ligne à noter, donc la ligne 2DC, donc c'est inscrit revenu des actions épargne, donc c'est-à-dire ce sont les dividendes qui sont inscrits en ligne 2DC de votre IFU. Ces dividendes, pour rappel, ont été soumis à un prélèvement à la source. Donc, le prélèvement à la source était constitué des prélèvements sociaux, donc qui s'élevaient à 15,5% en 2017, donc qui sont renseignés en ligne 2BH, donc qui sont renseignés dans la ligne qui ouvre droit avec CSG déductible. CSG déductible qui, je vous le rappelle, en 2017 est de 5,1%. Mais également, ces revenus sont soumis par principe à un acompte d'impôt sur le revenu, donc qui était pour les dividendes de 21% en 2017, et donc qui est crédité sur votre déclaration en ligne de CK. Donc, en revanche, ce crédit n'existe pas si vous avez demandé à être dispensé et si vous répondiez bien sûr aux conditions d'éligibilité de la dispense. Une deuxième catégorie de revenus, donc les revenus imposables des titres non cotés détenus dans le PEA ou PEA-PME, on les a brièvement évoqués précédemment. Tout simplement pour vous expliquer que vous devez sûrement le savoir, sur les PEA, les revenus générés sur un PEA sont en principe exonérés d'impôt sur le revenu au-delà de la 5e année. Le législateur a néanmoins prévu un dispositif anti-abus concernant les titres de sociétés non cotés. Donc, si ces titres génèrent des revenus supérieur à 10% de la valeur d'inscription des titres, l'excédent, donc la fraction excédant 10%, doit être déclarée et est soumise à une imposition, donc pas une imposition à la source, une imposition lors de votre déclaration d'impôt, et donc doit être déclarée ligne 2 FU, mais je tiens à vous le signaler et à vous le rappeler, ils ouvrent droit à l'abattement de 40% sur les versements de dividendes, tout de même. Donc, ligne 2CH, nous n'en parlerons pas aujourd'hui puisque celle-là concerne exclusivement des produits des contrats d'assurance vie d'une durée d'au moins 8 ans et que notre établissement ne verse pas ce type de produit à ce jour. Donc maintenant, si on part sur les revenus n'ouvrant pas droit à abattement, alors la ligne 2TS est une ligne très importante puisque donc, cette ligne concerne bien évidemment des produits des contrats d'assurance vie d'une durée inférieure à 8 ans, mais également d'autres distributions. C'est important de noter et aujourd'hui, les distributions concernées pour EasyBourse sont les distributions réalisées par des sociétés d'investissement immobilier cotées et des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, donc les SIC et les SPICAV. Donc, automatiquement, ce sera les revenus générés par ces sociétés qui seront indiqués là, puisqu'ils n'ouvrent pas droit à l'abattement de 40%. C'est pour ça qu'ils sont inclus avec les produits des contrats d'assurance vie d'une durée inférieure à 8 ans, n'ouvrent pas droit à l'abattement forfaitaire là. Donc, on ne parle pas pour ces produits-là de l'abattement de 40%. Les intérêts, donc ceux-ci n'ouvrent pas droit à l'abattement de 40% qui sont uniquement prévus pour les dividendes. En revanche, les intérêts comme les dividendes ont été soumis à un prélèvement forfaitaire à la source, donc à un acompte qui n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu et qui ouvre droit à un crédit d'impôt ligne de CK. Cet acompte était de 24% en 2017. Donc, sauf si vous avez effectué une dispense, vous avez ce crédit d'impôt qui sera affiché, donc ligne 2CK, au même endroit que l'acompte sur les dividendes. Et également, un prélèvement social de 15,5% a été effectué à la source sur le versement de vos intérêts et est reporté en ligne 2BH de votre déclaration. Donc, ici, voilà. Juste, je note que pour 2017, vous pouvez également, si votre foyer fiscal a reçu des intérêts de moins de 2 000 €, vous pouvez opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire de 24%, dont les modalités déclaratives sont indiquées dans le courrier qui accompagnait votre imprimé fiscal unique pour 2017. Donc, on ne s'y attardera pas plus aujourd'hui. On peut noter, pour finir, un cas particulier, celui des fonds communs de placement à risque, des fonds professionnels de capital investissement. Donc, vous voyez en ligne 3VC, donc
ici, tout en bas de cette diapositive. Ces revenus sont indiqués ici. Ils ont été déjà soumis aux prélèvements sociaux, mais ils rentrent dans le calcul de votre revenu fiscal de référence pour 2017. Donc, c'est pour cela qu'il est important de les reporter sur votre déclaration d'impôt. Donc, pour finir, voilà une dernière toute petite partie sur les corrections à effectuer sur votre déclaration. Si cette vidéo vous a permis d'identifier voilà, des petits points sur lesquels vous aviez peut-être été imprécis la première fois. Donc, en ligne, vous pouvez à tout moment corriger votre déclaration jusqu'à la période déclarative dont on a parlé ultérieurement. Après cette date, vous avez toujours la possibilité, un service de correction en ligne a été mis en place par le service des impôts et sera disponible du 31 juillet au 18 décembre 2018 et vous pourrez toujours faire une réclamation auprès de votre centre des finances publiques jusqu'au 31 décembre 2020. En matière de déclaration papier, il faudra directement vous adresser à votre centre des finances publiques avant le 31 décembre 2020 pour effectuer une correction de cette déclaration. Donc voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Encore une fois, je vous rappelle qu'on avait réalisé une vidéo avec Jean-Baptiste Barbier le 26 avril sur la fiscalité de l'épargne, un peu plus en détail sur la théorie et sur le calcul de vos différents prélèvements sociaux et de l'imposition des revenus de capitaux mobiliers, les calculs des plus ou moins-values. Donc, je vous invite à la consulter sur le site YouTube. Si vous avez d'autres questions, nos services clients restent à votre disposition au téléphone au 01 45 61 90 00 de 8h à 20h toute la semaine. Vous pouvez également contacter le service opérationnel à l'adresse service.client@easysbourse.com. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et j'espère vous revoir bientôt.